La candidate de la droite est avec nous. Je voudrais qu'on accueille tout de suite Valérie Pécresse. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous connaissez les règles du jeu. Vous avez donc 7 minutes pour nous exposer le programme santé, la partie santé de votre programme. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous avons notre système de santé qui est en grande souffrance. Nous avons un système de santé qui est en grande souffrance avec, vous le savez, 5 millions de Français qui n'ont plus de médecin traitant. Pardon, je vais enlever mon masque, peut-être, c'est plus facile pour parler. Bonjour à tous. Les distances sont bien maintenues. Donc, ces 10 dernières années ont vu l'appauvrissement de notre système de santé avec 5 millions de Français qui n'ont plus de médecins traitants, un appauvrissement de l'hôpital que l'on a pu constater pendant la crise Covid, une absence de considération pour les personnels de santé qui sont aujourd'hui épuisés et qui tiennent à bout de bras un système qui est à bout de souffle. Et puis, nous avons vu aussi encore des oppositions entretenues entre le public et le privé. Nous avons vu une recherche française qui n'a pas réussi à trouver de vaccin, alors qu'un certain nombre de nos entreprises et de nos entrepreneurs français ont créé Moderna aux États-Unis ou Valneva en Écosse. Donc nous avons aujourd'hui un vrai sujet avec notre santé. Et j'ajoute un problème de démocratie en santé. Nous allons fêter les 20 ans de la loi Kouchner et pourtant, pendant cette crise Covid, on a vu des sujets éthiques très forts qui ont été mis sur le devant de la table, notamment vis-à-vis des résidents de nos EHPAD que nous n'avons pas pu visiter pendant la crise Covid. La question de la fin de vie pendant la pandémie s'est posée. Donc, des questions éthiques de santé qui ont été très fortement posées. Alors, le résultat, c'est que nous avons un recul des soins et un recul de l'accès des soins pour les Français, des délais beaucoup trop longs, des déserts médicaux qui se sont installés sur le territoire et qui se sont installés sur les territoires ruraux, qui se sont installés dans les quartiers populaires, mais qui se sont aussi installés dans les centres-villes de certaines grandes métropoles. Et puis nous avons 10 à 15% de lits fermés aujourd'hui à l'hôpital. Et enfin, la crise Covid a révélé un problème de dépendance vis-à-vis des produits de santé étrangers. Donc problème d'efficacité, problème de souveraineté, problème d'accès aux soins et problème de moyens. Voilà le diagnostic que je fais sur notre système de santé. Alors, quel est mon projet pour remédier à cela? D'abord, mon projet, c'est celui de mettre fin au désert de santé. Pour mettre fin au désert de santé, je propose de changer complètement de modèle. Je propose de partir de la demande de santé des territoires, de décentraliser la gestion de l'offre de santé dans les territoires, de donner la présidence des agences régionales de santé aux régions et de faire du département le pilier de la politique médico-sociale, y compris de la médecine scolaire. Et on mettra autour de la table, dans chaque territoire, l'ensemble des professionnels de santé pour permettre de débattre de l'offre de santé, de l'accès aux soins, des délais, et donner davantage de compétences à tous les professionnels du territoire. Vous savez qu'une de mes grandes propositions, c'est celle de créer un statut de docteur junior pour les médecins généralistes, 4000 médecins généralistes qui seront envoyés pour faire une année d'études supplémentaires dans les territoires carencés où ils pourront prescrire. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la possibilité de donner davantage de responsabilités aux infirmiers, davantage de responsabilités aux pharmaciens, aux sages-femmes, de décloisonner hôpital public et hôpital privé, tout cela au sein de ces alliances territoriales de santé. Objectif, diviser par 2 le délai pour avoir des soins et avoir des soins à moins de 30 minutes de chez soi. Ensuite, je veux faire la révolution de la prévention, parce que pour moi, la santé, elle est une et indivisible. La prévention, c'est quoi? C'est se donner comme objectif de gagner 3 ans d'espérance de vie en 10 ans. Vous le savez, nous avons 10 ans
de différentiel d'espérance de vie avec la Suède, 10 ans, 64 ans en France, 74 ans en Espagne pour l'espérance de vie en bonne santé. Eh bien, ce différentiel, il faut le combler. Nous devons donner 3 années d'espérance de vie en bonne santé de plus d'ici 10 ans aux Français. C'est ça l'objectif. Et pour ça, il faut une politique de prévention globale. Il faut doubler les moyens offerts à la prévention. Là aussi, c'est les départements qui seront en charge de faire cette prévention. Mais je veux aussi que les écoles, je veux que les entreprises puissent mener les actions de prévention primaires, qu'elles soient importantes. Et je veux aussi accroître les responsabilités des professionnels de santé et leur rémunération pour ces actions de prévention, y compris les pharmaciens pour le dépistage. Ensuite, je veux innover en santé. Et là, il va falloir mettre en place des grands programmes de recherche partenariale privée, publique, pour résoudre des problèmes qui sont des problèmes d'innovation massive en matière de biotechnologie et en matière de santé, et créer des écosystèmes de recherche. Voilà en quelques mots l'essentiel de mon projet. Sur l'hôpital, je veux maintenant un nouveau projet pour l'hôpital, 25 000 soignants supplémentaires à l'hôpital. Ça voudra dire former 2 fois plus de médecins dans le prochain quinquennat. Et dans ces hôpitaux, on va numériser, on va simplifier, on va débureaucratiser et on redonnera le pouvoir aux chefs de service pour pouvoir avoir les médecins qui soient beaucoup plus placés au cœur de l'hôpital. On y placera aussi les patients. Moi, je veux que dans la tarification hospitalière, il y ait une part de tarification qui soit liée à l'avis donné par les patients sur la qualité des soins reçus, sur les délais aussi de traitement. Donc je veux un nouvel hôpital beaucoup plus transparent et beaucoup plus ouvert et dans lequel la santé soit absolument au cœur. Sur les personnels de santé, bien évidemment, je le dis, il va falloir qu'ils s'organisent pour faire face à 2 urgences, le rattrapage des soins non programmés qui n'ont pas pu être faits durant la crise Covid, et puis aussi la recherche, que nous lancions une recherche sur les Covid longs et que nous développions les centres de prise en charge de ces Covid longs, qui sont des affections qui sont aujourd'hui sous-estimées dans leur impact sur la vie sociale. Ce sont les 2 conséquences que nous devons tirer de cette pandémie. Valérie Pécresse, voilà pour votre programme, on est bien d'accord ? Voilà, autonomie des territoires, autonomie des établissements hospitaliers et plus d'autonomie pour les professionnels de santé pour leur permettre de progresser, de prendre plus de responsabilités et d'être mieux rémunérés pour cela. Vous le savez que je prône l'augmentation du prix de la consultation à 30 € pour les généralistes et la révision des prix de toutes les consultations de spécialité et les actes. Il y a une question, Valérie Pécresse, qui vous est posée maintenant par un mutualiste. Il s'agit de Patrick Brottier, il est vice-président de la Mutualité française. Il a une question justement sur la question du développement. Vous avez parlé de l'innovation, du développement des applications et des téléconsultations. On l'écoute. On assiste, depuis l'avènement de cette pandémie, à une montée en puissance de la télémédecine, de la e-santé aussi, qui permet d'accompagner et de donner vraiment un essor énorme à la prévention personnalisée, au suivi personnalisé, à l'accompagnement et demain même aux soins personnalisés. Toute opportunité qui nous appartient de saisir et de développer, et nous, mutualistes, souhaitons que dans un cadre éthique, l'accès aux données et leur valorisation soient nettement renforcés. Qu'en pensez-vous et qu'êtes-vous prêt à mobiliser au service de cet enjeu ? Valérie Pécresse. Alors je ne vous étonnerai pas, en tant qu'ancienne ministre de la Recherche, en vous disant que bien évidemment, il va falloir qu'on utilise tous les potentiels du numérique pour mieux soigner et rapprocher la santé des patients. Alors il y a toute une série d'enjeux en matière de numérique. Il y a d'abord organiser tout l'accès des personnes aux soins, c'est la télémédecine. Moi, je ne veux pas que la télémédecine remplace l'humain. C'est pour cela que j'organise de manière générale la mise en place des cabines de télémédecine dans les centres de soins infirmiers, dans les pharmacies, à proximité d'un personnel soignant, un personnel de santé, de façon à ce qu'il puisse y avoir toujours de l'humain à côté de la
cabines de télémédecine. Ça veut dire que la cabine, comme il y avait des cabines de photomatons dans les Monoprix, c'est non? Non, c'est oui, mais dans un environnement qui est un environnement de santé. C'est-à-dire, par exemple, avec des infirmières qui peuvent prendre le relais, avec un pharmacien qui peut prendre le relais, de façon à ce que le malade, le patient, ne se retrouve pas tout seul dans sa cabine. Donc, ça peut être hors du cadre d'un cabinet médical élargi. Ça peut être dans un cabinet de soins infirmiers, ça peut être dans Je prends l'exemple du Monoprix, mais parce que c'est très concret. Il n'y a pas de désert pharmaceutique en France, puisque vous savez que les pharmacies sont maillées sur le territoire. Donc on peut très bien imaginer que la télémédecine se déploie aux côtés des professionnels de santé. Mais je vous pose cette question, elle est très précise, parce qu'il y a des cabines de santé dans des Monoprix, par exemple, aujourd'hui. Est-ce que ça, j'ai pas très bien compris, ce que vous dites, il faut que ce soit à côté, quand même, de personnes humaines. Mon modèle, c'est vraiment de mettre la télémédecine auprès des professionnels. Donc la cabine à l'entrée de la pharmacie, quoi. La cabine près de la pharmacie, la cabine dans un centre de soins infirmiers, de façon, en tout cas c'est le modèle que j'ai développé dans ma région, de façon à ce que la santé ne soit pas un bien comme les autres. La santé, c'est aussi des professionnels, c'est aussi de l'humain, et il ne faut pas déconnecter l'humain de la santé. Alors il y a aussi la question de la téléconsultation à domicile, il y a aussi le rapport aux professionnels de santé. Il va falloir utiliser tous ces potentiels, et là, parce qu'on en a besoin. Mais jamais la télémédecine ne peut remplacer l'humain. Et donc, pour moi, c'est dans le cadre de ces alliances territoriales de santé que doit s'organiser la télémédecine. C'est-à-dire que si on organise la télémédecine, c'est vraiment avec un réseau de médecins qui est ancré dans le territoire. Par ailleurs, sur la question de l'innovation, il y a la question de l'accès aux données. Vous savez qu'il y a eu un échec flagrant du gouvernement, c'est le Health Data Hub, c'est ce hub de données de santé qui devait être confié à Microsoft. Moi, je ne veux pas qu'on confie les données de santé à des sociétés américaines. Je veux que ces données de santé qui sont source de valeur, qui sont aussi précieuses, elles soient confiées à des sociétés qui soient des sociétés de confiance. Et je souhaite que le Health Data Hub soit revu, mais je sais qu'il est aujourd'hui gelé, bloqué, parce que justement, ça a fait scandale qu'on puisse donner nos données de santé à un GAFAM. J'ajoute que ces données de santé sont très précieuses pour nos entreprises, pour nos start-up, pour tous ceux qui veulent innover en santé. C'est ce que j'ai fait dans ma région. Dans ma région, j'ai fait des challenges d'intelligence artificielle pour utiliser les données de santé, pour pouvoir permettre de faire de la meilleure prévention, de la médecine personnalisée. Donc il faudra le faire, mais il faudra le faire en veillant à la protection de ces données de santé qui sont notre bien précieux. Par ailleurs, le numérique doit être beaucoup plus utilisé à l'hôpital. On le sait, on a dans l'hôpital des coûts d'administration qui sont beaucoup plus élevés que dans les autres pays. La numérisation des processus, la simplification des procédures hospitalières nous permettrait là aussi d'améliorer beaucoup les choses et de remettre du soin à l'hôpital au lieu d'y mettre beaucoup trop de procédures administratives. Pour ça, il faut simplifier les systèmes d'information hospitaliers. Les cliniques américaines dépensent 9% de leur budget en moyenne pour numériser leur process. Nous, l'hôpital, c'est 1%. On a besoin de plus de numérique à l'hôpital pour simplifier. Et puis, il y a Mon Espace Santé qui vient d'ouvrir, un espace collaboratif dans lequel le gouvernement souhaite que l'on mette l'ensemble des données de santé. Il ouvre à 3 semaines des élections. La question, c'est est-ce que cet espace va être ergonomique? Est-ce qu'il va être suffisamment simple d'utilisation pour que tout le monde puisse le partager? Aujourd'hui, on le sait, les médecins transmettent les ordonnances maintenant par WhatsApp sur les télésmartphones. Depuis qu'on a eu les QR codes du Covid, tout a changé. Il ne faut pas qu'on prenne une révolution numérique de retard. Il faut aller vers une révolution numérique très puissante. Le numérique peut nous aider à beaucoup simplifier les choses et à éviter la redondance des examens. Valérie Pécresse, je voudrais qu'on accueille tout de suite Thierry Pech. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Terra Nova. Et puis il faudra assurer la cybersécurité des données. Et ça, c'est un immense sujet. On le voit aujourd'hui avec les attaques cyber dont nous faisons l'objet. Vous aviez, Thierry Pech, je crois, des questions sur les déserts médicaux, sur les métiers du soin et sur la démocratie sanitaire. Je vous laisse. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour.
Je voulais revenir sur une de vos propositions phares que vous avez citée à l'instant, le dispositif Docteur Junior. Et je voulais vous interroger sur l'efficacité attendue de ce dispositif. Au fond, si je me mets à la place d'un étudiant en médecine, j'ai beaucoup travaillé, j'ai passé des années à me former, et vous me dites, allez, fais une année de plus, fais-la dans les territoires qui ont besoin de toi, mais moi, quelle raison j'ai d'y aller finalement? Je suis impatient de travailler, j'ai pas forcément envie d'aller tout de suite dans les territoires les plus compliqués. Quelle raison vous avez de penser que le jeune homme ou la jeune femme qui est au bout de ses études va vous dire oui, j'y vais? Et si jamais vous n'avez pas assez de volontaires, parce que c'est sur une base volontaire le dispositif Non, c'est sur une base volontaire pour l'instant, mais à partir de 2022, voilà. Ce sera sur une base obligatoire. Donc voilà, donc si le volontariat ne suffit pas, qu'est-ce que vous envisagez? L'obligation? Oui, ce que je souhaite, c'est que ce soit une année de stage obligatoire dans les études de médecine générale. Alors, pour l'instant, en novembre 2022, ce sera sur la base volontaire, puisqu'on ne change pas les règles du jeu en cours de route. Il faut que les jeunes qui s'investissent dans ces filières de médecine générale sachent les règles du jeu avant de s'engager. Donc en 2022, ce sera sur une base volontaire. On leur proposera de le faire. Et à partir de 2025, la promotion qui sortira, ce sera obligatoire. Ce sera dans le cursus de médecine générale une année de formation de plus. Vous savez qu'il y a 4 années de formation pour les spécialistes, une année, 4 années, il y aura 4 années pour les médecins généralistes. L'objectif, c'est aussi de revaloriser la consultation des généralistes. Et c'est en contrepartie de cette revalorisation de la consultation de généralistes à 30 € l'idée de dire, désormais, vous avez autant d'années de formation que les spécialistes. Et une année de formation sur le terrain, en situation, dans une maison médicale de santé, dans une maison de santé, pardon, ou dans un cabinet de groupe, pour être coaché. C'est une année d'apprentissage de votre métier en plus, une année d'études en plus. D'accord. Alors, il y a un autre sujet que vous avez abordé dans votre présentation, c'est ce que j'appelle... Mais vous savez, il y a beaucoup d'études dans lesquelles, beaucoup de cursus d'ingénieur, cursus d'administrateur, cursus d'école de commerce, dans lesquels il y a 1 an d'année de stage obligatoire dans le cursus. Très bien. Donc vous avez abordé un autre sujet, c'est la division du travail médical, finalement, entre les différentes professions de santé. Les pharmaciens, les infirmiers... Et j'ajoute, pardon, je finis sur cette mesure médecin junior. S'il y a des tiroirs supplémentaires... Elle permet de ne pas aller vers une obligation d'installation, qui serait complètement contraire à ma vision d'une profession libérale, qui est celle des médecins. On peut rappeler au passage, puisque vous souhaitez poursuivre un peu sur cette question, que les médecins libéraux sont loin d'être majoritaires dans le début de carrière. Aujourd'hui, les médecins salariés sont beaucoup plus nombreux, il me semble. On a du mal aussi à faire s'installer les jeunes. Et les jeunes s'installent de plus en plus tard. Et cette année de médecin junior peut leur donner aussi l'envie de s'installer, en les mettant en situation vraiment d'être dans un cabinet de groupe, avec une équipe, dans un territoire, et peut leur donner envie de s'installer et peut-être provoquer une installation plus précoce. Alors, j'en viens à ma deuxième question. Vous avez évoqué la division du travail médical entre les différentes professions de santé. Les infirmiers, les médecins, les infirmiers de pratique avancée, les pharmaciens également, sur lesquels vous avez insisté et qui ont rendu pendant la crise Covid de nombreux services. Mais vous savez, il y a 5 ans, on a fait ce même exercice, Place de la Santé, et déjà, il y a des candidats qui disaient ça. Et je crois que c'est un sujet très important. Je ne dis pas ça pour négliger cette dimension du débat politique sur cette question. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour que ça marche? C'est-à-dire pour qu'on le fasse enfin? Comment vous allez vous y prendre? Parce qu'au fond, il y a beaucoup de responsables publics qui seraient assez d'accord avec ça. Il faut dégager du temps médical, mais ça fait 20 ans qu'on dit ça. Donc comment vous allez faire pour qu'enfin on le fasse? D'abord, on est au pied du mur. 5 millions de Français sans médecin traitant. Est-ce qu'on peut rester sans réagir? Est-ce qu'il n'y a pas un moment un sursaut? Est-ce qu'il n'y a pas un moment une prise de responsabilité de l'ensemble de la société? C'est vrai que ça fait des années qu'on en parle. Moi, j'étais ministre de la Recherche, Roselyne Bachelot était ministre de la Santé. On avait déjà les premiers rapports sur l'infirmière de pratique avancée, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais les transferts de charges aux infirmiers. Donc le sujet, il est clair, on n'a plus le choix. On est face à un mur qu'on doit escalader. Et quelle est la recette? La recette, c'est la décentralisation. La recette, c'est l'Alliance territoriale de santé. La recette, c'est de dire, désormais, ce sera au niveau du territoire qu'on va mettre les départements,
les intercommunalités, et on va définir les besoins. Et en fonction des besoins, on pourra déroger aux procédures, on pourra faire de la validation des acquis de l'expérience, on pourra aller plus vite. Aujourd'hui, c'est impensable. L'autre jour, j'étais à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Martin Hirsch me disait que pour obtenir une infirmière de pratique avancée sous l'ancienne procédure, avant le Covid, il mettait des années entre la formation, les autorisations, etc. Donc aujourd'hui, il faut que ça aille beaucoup plus vite. C'est ce que j'appelle le choc de débureaucratisation. Et maintenant, il va falloir y aller. De toute façon, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix, sinon on aura des Français qui n'auront plus de médecins dans leur territoire. Et le choc de formation que j'appelle de mes voeux, qui va doubler le nombre de professionnels de santé formés dans le quinquennat, il n'aura, on le sait, d'effet que dans plusieurs années. Donc on a besoin aujourd'hui de faire progresser les personnels de santé qui sont dans les territoires, de les faire progresser en responsabilité, de leur confier davantage de missions, de les former rapidement pour qu'ils puissent les exercer. Voilà, on est au pied du mur. Il faut un sursaut national pour la santé. Mais pourquoi les corporatismes seraient moins forts au niveau local, dans les territoires ? Parce que si au niveau local, on a la possibilité de dire vous allez pouvoir faire ça, vous allez pouvoir faire ça, vous aurez telle responsabilité, à ce moment-là, le système se mettra en place. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on raisonne avec des réglementations qui sont d'en haut, finalement, les professionnels du soin en bas, eux se disent « je ne vais pas y arriver, ça ne va pas marcher ». Tandis que s'ils sont portés... Regardez ce qui s'est passé en Saône-et-Loire, avec le président du département de Saône-et-Loire, qui a salarié des médecins et qui les a emmenés qui a résolu tout le problème de ces déserts médicaux en salariant des médecins et en les installant. Donc aujourd'hui, c'est dans les territoires qu'on a les solutions. Vous aviez une question encore sur la démocratisation. Oui, vous avez eu l'élégance de saluer le 20e anniversaire qui approche dans 3 jours de la loi Kouchner sur la démocratie sanitaire. Quel est, selon vous, le prochain pas de la démocratie sanitaire? Quelle place vous voudriez que les patients occupent dans les politiques de santé à l'avenir? Qu'est-ce que vous feriez pour leur donner davantage de place? Là aussi, il faut une deuxième étape. La deuxième étape, c'est d'abord de mettre ces patients dans les alliances territoriales de santé. Ces alliances territoriales de santé, elles doivent faire une place aux patients. Les patients doivent pouvoir apporter leur ressenti. Aujourd'hui, les Français ont l'impression qu'on ne les écoute pas, qu'on ne les entend pas sur l'absence de spécialistes, l'absence de dentistes, les délais, les trajets. Donc il faut qu'on les mette dans ces alliances de santé. J'ajoute qu'il y a un gros sujet, c'est les transports. Les transports pour l'accès aux soins. Donc on a besoin que les patients soient présents dans ces alliances de santé. On a besoin que les patients puissent aussi évaluer l'hôpital et que ces évaluations soient rendues publiques et que les évaluations, elles puissent servir aussi à apprécier, au-delà de la tarification à l'activité, la qualité des soins hospitaliers qui sont rendus. Et je crois que c'est important. Et puis, il y a une autre question, c'est la question de la présence des résidents dans la gestion des EHPAD. Vous avez vu le douloureux scandale d'un certain nombre d'EHPAD privés. Aujourd'hui, nous avons besoin que les résidents et leurs familles puissent être associés à la gestion des EHPAD et nous avons besoin de revoir profondément cette gestion. Qu'est-ce que vous ferez de ces résultats? C'est-à-dire quand vous dites, par exemple, on va évaluer, si vous avez des médecins qui sont évalués et qui sont considérés comme mauvais, des soignants qui sont considérés comme mauvais, des hôpitaux qui sont considérés mauvais, quelles conclusions en tirerez-vous? Les conclusions seront anonymisées, mais elles seront rendues publiques sur l'hôpital lui-même. Sur l'hôpital lui-même. Eh bien... c'est pas tel hôpital ou tel autre, c'est globalement votre regard sur l'hôpital. Non, pas du tout. C'est un questionnaire précis. Non, c'est un questionnaire sur l'hôpital. Mais les données qui seront rendues publiques seront des données qui seront anonymisées. On dira tel service, ce ne sera pas des données personnelles. Mais est-ce que vous pourriez dire, ce service, il ne fonctionne pas, ça veut dire que le personnel n'est pas à la hauteur, on en vire une partie? Mais Madame de Malherbe, ça permettra d'y remettre les moyens qu'il faut. Ça permettra de montrer qu'il faut des moyens, ça permettra de montrer qu'il n'y a pas assez d'équipements, ça permettra de cibler les investissements, ça permettra de donner à voir une vraie cartographie vue de l'usager sur le service qui lui est rendu. Mais c'est le cas aujourd'hui
dans énormément de services publics. Il y a énormément de services publics qui font des évaluations et qui les rendent publiques et dont on sait ce qu'ils pensent. Je vous repose quand même la question. C'est très important parce que ça permet vraiment de cibler où il y a des manques. Ça permet de montrer où il manque du monde, où il manque des investissements, où il manque de la qualité, où il y a trop... Parce qu'il y a des services qui sont moins chargés que d'autres. Donc c'est important d'avoir ce pilotage, y compris par l'usager lui-même. Par l'usager et ce sera très utile pour le Mais pour quand la je vous interroge direction sur le devenir de ces notations, c'est qu'effectivement, parfois, on a l'impression qu'on remplit des questionnaires et on ne sait absolument pas ce que ça fait derrière, quoi. Vous, il y aura un suivi et il y aura des conséquences. Absolument. Mais de toute façon, d'une manière générale, je crois que le mot performance publique n'est pas un gros mot. Je crois qu'aujourd'hui, vous savez, nous sommes champions du monde des impôts et pourtant, nous n'avons pas des services publics champions du monde. Et aujourd'hui, notre santé qui faisait et qui fait toujours notre fierté est aujourd'hui devenue une santé à 2 vitesses. Performance, y compris sur des questions de santé? On peut parler de performance? Performance publique, performance de l'hôpital, délai de soins, qualité de l'accueil. Est-ce que j'ai eu en combien de temps j'ai pu avoir mon rendez-vous? Est-ce que j'ai été bien accueillie? Est-ce que j'ai considéré que la façon dont j'ai été traitée a été la bonne? C'est ça la qualité du service. Valérie Pécresse... Et surtout le délai. Le délai est un élément objectif très important sur la qualité de service. La question des EHPAD... Qui montrera la disponibilité ou pas des équipements et les nécessités d'investissement. Vous parliez de la question des EHPAD, on en a beaucoup parlé depuis le début de cette matinée. Ça nécessite aussi de très nombreux recrutements. Je donnais le chiffre tout à l'heure de 300 000 personnels de soins qui doivent être recrutés si on veut réussir à avoir un ratio entre le nombre de soignants et le nombre de résidents dans les EHPAD qui soit satisfaisant. Que ferez-vous pour réussir à attirer vers ces métiers? On sait qu'aujourd'hui, on a énormément de mal à recruter. Et si on se fixe cet objectif de 300 000, comment est-ce qu'on l'atteint? Alors effectivement, sur les EHPAD, moi ce que je souhaite, c'est un cahier des charges. Un cahier des charges plus contraignant, transparent, avec la qualité de l'accueil, la qualité des soins qui sont donnés aux malades. Et je veux un encadrement qui augmente de 25%. Donc ça veut dire... On est aujourd'hui à 6,5, je disais, personnes. On est à 6,5, ce serait au moins 8. Donc ça veut dire effectivement un grand plan de recrutement. Mais surtout, c'est la philosophie de l'EHPAD qui doit être profondément modifiée à mon sens. Pour moi, l'EHPAD, ce n'est pas un lieu d'hébergement, c'est un domicile. On va y passer des mois, peut-être des années, donc ça doit être considéré beaucoup plus comme un domicile de la personne, y compris avec la possibilité de faire de l'hospitalisation à domicile comme on en fait quand on est chez soi. Donc quand on change complètement la philosophie de l'EHPAD et qu'on veut en faire un domicile, ça veut dire effectivement recruter. Et pour faire face à ces recrutements, il faut ce que j'appelle le choc de compétences. Aujourd'hui, nous allons avoir besoin d'emmener nos jeunes vers des métiers et nos demandeurs d'emploi vers des métiers qui recrutent. Et pour cela, il faut faire de la reconversion et il faut faire de la valorisation de ces métiers. Moi, je veux confier l'orientation aux régions. Je veux que dans les collèges, désormais, ce soit les régions qui viennent avec l'ensemble des employeurs présenter les métiers aux jeunes, parce que je crois aujourd'hui qu'on a des vocations de métiers, mais que ces vocations, eh bien, il faut qu'on les suscite en rencontrant des personnels et en étant au contact de ces personnels. Alors, par ailleurs, je pense qu'il faut aussi de la mobilité. Je pense qu'on ne peut pas imaginer, il faut qu'on arrête d'imaginer des carrières. Je l'ai dit pour les professionnels du soin, il faut qu'il puisse y avoir de la mobilité dans les professionnels du soin. Il faut qu'on puisse progresser tout au long de la vie quand on est personnel de soins. Mais je le dis aussi pour les personnels des EHPAD, quand on est dans le médico-social, il faut qu'on puisse avoir la garantie de pouvoir changer de carrière et de ne pas être tout le temps dans la gérontologie, qu'on puisse être à un moment donné s'occuper de l'enfance, à un autre moment donné s'occuper du handicap, bref, qu'il puisse y avoir une évolution et qu'il puisse y avoir aussi une évolution au sein du département. C'est pour ça que je confierai l'intégralité du médico-social au département pour leur permettre de gérer des vraies
carrière. Parce que ce n'est pas la même chose de dire à un jeune, tu vas t'engager dans le médico-social, à un moment donné, tu t'occuperas de personnes âgées, mais à un autre moment donné, tu pourras t'occuper de jeunes, à un autre moment donné, tu pourras t'occuper d'un tout autre sujet départemental, que de lui dire, c'est 40 ans de carrière uniquement dans un EHPAD. Et il faut qu'on organise la progression de carrière tout au long de la vie. Moi, je ne me résous pas à être dans un pays qui est un pays de l'immobilité sociale, dans lequel, quand on a un métier, on le fait pendant 40 ans. Je veux qu'on puisse avoir de la progression et de la formation tout au long de la vie. Merci beaucoup Valérie Pécresse. Vous vouliez dire un dernier mot? Oui, très brièvement, vous avez parlé de valorisation de ces métiers. Pour être tout à fait clair, vous souhaitez qu'ils soient augmentés? Parce que les aides-soignantes aujourd'hui, par exemple, elles ont des métiers pénibles, elles ne sont pas bien payées. C'est pour ça que ces métiers ne sont pas attractifs. Pour les rendre attractifs, vous souhaitez que les rémunérations soient revues à la hausse? Vous savez que mon projet, la mesure phare de mon projet, c'est d'augmenter de 10% les salaires nets sur le quinquennat. Pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le travail ne paye pas assez. Et il ne paye pas assez, notamment quand on regarde les revenus d'assistance et l'ensemble des aides qu'on a lorsqu'on est dans un revenu d'assistance. On a des métiers qui sont les métiers, j'allais dire, les plus précieux. Les métiers du soin sont les métiers les plus précieux. C'est les métiers des personnes à qui on confie nos plus fragiles. Ces métiers-là ne sont pas assez valorisés. C'est pour ça que je souhaite, dès mon arrivée à la présidence de la République, enlever 3%, un tiers des cotisations retraite sur les salaires nets, de façon à augmenter de 3% les salaires dès mon arrivée. Et l'objectif, c'est que dans le mandat, on puisse augmenter de 10% ces salaires, de façon à ce que le travail paye. Et les Français ne peuvent plus continuer à vivre avec des chèques, il faut qu'ils vivent, ou avec des allocations, il faut qu'ils vivent de leur travail. Et si on revalorise le travail, alors on redonne une dignité à ces métiers du soin. Thierry Pech, vous restez avec moi un instant, je vous garde parce que je voudrais pouvoir vous libérer, Valérie Pécresse. On a bien compris le contour donc, de votre projet et on va accueillir dans un instant Éric Chenu, donc évidemment le président de la Mutualité française. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir développé tous ces points. Merci à vous.